Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la disparition de Trevor Dilley. Le 8 décembre 2000 au petit matin, un informaticien de 22 ans sort d'un bar de Dublin après une soirée festive entre collègues. La pluie s'abat sur la capitale et les taxis sont en grève. Le jeune homme doit rentrer chez lui à pied. Sur le chemin du retour, il s'arrête à la banque où il travaille pour y récupérer son parapluie oublié. À 3h34 du matin, des caméras de surveillance enregistrent son arrivée. Il boit un thé avec son collègue d'astreinte avant de quitter les lieux à 4h02. 12 minutes plus tard, il est de nouveau filmé, 500 mètres plus loin, alors qu'il marche en direction de son appartement. Et puis plus rien. Trevor Dilley s'évapore en plein centre de Dublin. Les policiers pensent résoudre l'affaire en quelques jours, mais Trevor n'a laissé aucun indice derrière lui, rien, si ce n'est la présence troublante d'un homme habillé en noir sur les images de vidéosurveillance. Trevor est né le 15 mai 1978. Il est le fils de Michael et Anne Dilley. Le couple a déjà eu 3 enfants avant lui, Mark, Pamela et Michelle. Il grandit dans la ville de Naas, à moins de 40 km au sud-ouest de Dublin, la capitale irlandaise. Le bébé de la famille s'illustre par sa réussite scolaire et sa capacité à s'entendre avec tout le monde. À l'adolescence, il garde son caractère facile et trouve une passion plus moderne, pleine de promesses pour l'époque, l'informatique. Il aime monter et démonter des instruments électroniques, la programmation et les ordinateurs en réseau. Une fois l'équivalent de son baccalauréat en poche, le jeune homme débute une licence en économie et business à l'Institut de technologie de Waterford. En parallèle, il occupe un emploi à temps partiel dans un supermarché local. Mais en deuxième année, il se désintéresse de ses études. Sa sœur Michelle lui trouve alors une formation en informatique à Dublin. Sa vie est sur le point de changer. À l'issue de sa formation, Trevor reçoit 3 offres d'emploi. Son père lui conseille d'accepter celle de la Banque d'Irlande. Il n'y a pas plus solide qu'une banque. En mai 1999, Trevor signe son contrat et prend ses quartiers dans un open space qu'il partage avec une dizaine de collègues informaticiens. Ses bureaux sont situés à l'angle de la Leeson Street, dans le centre de Dublin. Son supérieur ne tarit pas d'éloges à son sujet. C'était presque l'employé parfait. On pouvait compter sur lui, rien ne semblait trop difficile. Il avait soif d'apprendre, était ambitieux et s'entendait avec tout le monde dans l'entreprise. En parallèle, Trevor s'installe en colocation avec 2 jeunes femmes dans un appartement de l'avenue Serpentine, dans le quartier de Ballsbridge. C'est l'un des quartiers les plus huppés de la ville. L'appartement est à 4 km de son lieu de travail et encore plus près des bars du centre-ville où Trevor aime boire des bières avec ses amis. Bon vivant, il a toujours le sourire aux lèvres et la parole mesurée. Trevor pourrait sortir du lot avec son mètre 90 et ses cheveux roux, mais pas en Irlande, vous vous en doutez. Durant l'été 99, il s'amourache d'une Américaine venue passer ses vacances à Dublin. Fin novembre, quelques semaines avant sa disparition, Trevor profite des prix réduits d'un ami qui est Stewart pour s'offrir un vol Dublin-Anchorage, en Alaska, et rendre visite à cette jeune femme. Mais quand Trevor lui annonce sa venue, elle se dit occupée et prévient qu'elle n'aura pas de temps à lui consacrer. C'est un genre de râteau déguisé, mais malgré ça, Trevor profite des paysages du Grand Nord et quand il en parle à ses parents le 5 décembre en revenant à Dublin, c'est vraiment avec des étoiles plein les yeux. Il dit « c'était le voyage d'une vie ». Revenons maintenant à la chronologie des faits. Le jeudi 7 décembre, Trevor quitte le travail vers 16h et rentre chez lui. L'électricité est coupée dans son immeuble, mais il y accorde peu d'importance. Ses colocataires sont absentes pour le week-end et il a prévu de faire la fête avec ses collègues. Ce soir-là, c'est le repas de Noël du département informatique de la Banque d'Irlande. Trevor prend le temps de passer au bureau de son père pour récupérer une prescription de lentilles de contact rédigée par son frère Mark, qui est bien sûr ophtalmologue. La nuit tombe, le vent se lève et il pleut. La ville de Dublin, c'est une baie en fait, donc elle est traversée par les vents et ce soir-là, c'est vraiment la tempête. Vers 19h,
Trevor rejoint ses collègues au Copperface Jacks, le mythique club dublinois de Harcourt Street. Ouvert en 1996, il est encore aujourd'hui un lieu où tout le monde va pour faire la fête. À 20h45, le petit groupe se dirige vers le restaurant de l'hôtel Hilton pour dîner aux frais de leur employeur. Le meilleur ami de Trevor, Glenn Cullen, l'appelle, mais le bruit empêche toute discussion. Au téléphone, ils n'arrivent pas à se parler. Il y a une chose dont Glenn est persuadé, c'est que son ami a l'air de bien s'amuser. Vers 2h du matin, Trevor retire 60 livres à un distributeur automatique. Il marche ensuite avec ses collègues jusqu'au Buck Whaley's, sur Leeson Street. L'endroit ressemble aux autres clubs de la ville, il y a un bar au rez-de-chaussée et la piste de danse au sous-sol. Le dance floor, il y a des carrés lumineux qui s'allument, qui changent de couleur, c'est très très disco comme ambiance, mais au niveau musical, les DJ diffusent plutôt les tubes du moment. 5 minutes avant la fermeture du club, qui est prévue à 3h30 du matin, Trevor Dilley quitte les lieux. Il est seul. Je vous l'ai dit, ce soir-là, les taxis sont en grève. Il doit donc marcher près de 5 km pour rejoindre son appartement. Alors il commence par descendre Leeson Street sur environ 250 mètres et fait un saut à son bureau, la Banque d'Irlande. La nuit, il y a toujours un informaticien d'astreinte. Donc Trevor, il se dit, je vais en profiter pour récupérer mon parapluie que j'ai oublié et raconter la soirée aux collègues. Quand on passe une soirée mouvementée avec un peu d'alcool, je sais pas vous, mais moi à 20 ans, c'est vrai que quand j'étais en état de le faire, je trouvais ça super de débriefer la soirée avant d'aller se coucher. Bref. À 3h34, une caméra de surveillance filme Trevor qui passe sans s'arrêter devant un portail voisin. À 3h35, il arrive devant le portail de la banque et l'ouvre. Il entre ensuite dans la cour qui est rattachée au bâtiment et retrouve son collègue Carl Pender, celui d'astreinte. En attendant qu'il se libère, parce qu'il est occupé à faire quelque chose, il s'installe à son bureau habituel, démarre son ordinateur et consulte ses emails. De 3h50 à 4h, les deux hommes discutent, ils ont leur tâche chaude entre les mains. Trevor, il semble en pleine possession de ses moyens, même s'il est un peu pompette, et on se dit qu'il est peut-être en train justement de décuver un peu. À 4h02, la caméra de surveillance filme Trevor alors qu'il quitte la banque, ouvre le portail, le referme et déploie son parapluie. Puis le jeune homme disparaît dans la nuit. Donc là, il est 4h02. À 4h14, une autre caméra enregistre son passage 500 mètres plus loin, à l'angle de Haddington Road et Bigot Street. Donc il a mis 12 minutes à faire 500 mètres. Quelques heures plus tard, Trevor Dilley ne se présente pas au travail. C'est inhabituel, mais comme d'autres collègues sont absents en raison de la petite beuverie de la veille, ses patrons et les ressources humaines ne s'affolent pas. Ses colocataires étant partis pour le week-end, personne ne remarque sa disparition. Sa sœur Michelle tente bien de le joindre à plusieurs reprises, mais sans succès, elle tombe à chaque fois sur le répondeur. Quand Trevor manque à l'appel le lundi 11 décembre, la Banque d'Irlande contacte ses parents. Immédiatement, la famille s'organise. Le grand frère Mark débarque à la maison familiale de Naas et le père Michael se rend à l'appartement de son fils, avenue Serpentine, où personne ne répond. Au fil des heures, ils sont bien obligés de se rendre à l'évidence. Personne n'a vu Trevor depuis la nuit du 7 au 8 décembre. Mark et Glenn Cullen, l'ami d'enfance de Trevor dont je vous ai déjà parlé, se rendent au poste de police pour signaler sa disparition. Dès le lendemain, la police fouille l'appartement de Trevor, mais aucun élément ne permet d'expliquer sa disparition. Dans les semaines qui suivent, des plongeurs inspectent les 2 cours d'eau qui sont situés entre la Banque d'Irlande et l'appartement de Trevor, ceux qu'il aurait dû traverser du coup s'il avait atteint son appartement. Donc ces 2 cours d'eau sont le Grand Canal et la rivière d'Oder. Les recherches incluent aussi le bassin Alexandra. C'est un bassin qui stocke l'eau avant qu'elle soit rejetée dans la baie de Dublin. Les proches de Trevor distribuent et collent des affiches dans la ville, mais toute la volonté du monde ne peut rattraper 4 jours de retard. La plupart des images de vidéosurveillance ont déjà été effacées. Dans les années 2000, en fait, toujours aujourd'hui pour certaines caméras de surveillance, mais à l'époque c'était très court, quoi. Au bout de 24 heures, pour faire de la place sur la bande, ça effaçait ce qui avait déjà été enregistré et puis en fait ça réenregistrait par-dessus. Mais malgré tout, le supérieur de Trevor, je ne sais pas trop comment, parvient à récupérer des enregistrements.
Donc, c'est les enregistrements dont je vous ai déjà parlé au début. On va distinguer plusieurs caméras. Donc, il y a la caméra 1 qui filme le passage devant le portail voisin du portail de la Banque d'Irlande. Ok. Donc, à 3h34, cette caméra numéro 1 filme Trevor qui est en train de marcher sur le trottoir. 1 minute plus tard, la deuxième caméra, la caméra numéro 2, celle-là, c'est la caméra qui filme le portail et la cour, une partie de la cour de la Banque d'Irlande. Une partie aussi du coup du trottoir. Donc la caméra numéro 2, à 3h35, elle enregistre l'arrivée de Trevor devant le portail et son entrée donc dans la cour puis dans la banque. Cette même caméra filme à 4h02 la sortie de Trevor. Et enfin, une troisième caméra dont je vous ai aussi parlé, c'est la caméra d'un distributeur automatique 500 mètres plus loin qui filme le passage de Trevor à 4h14. Ces enregistrements sont donc étudiés par les enquêteurs et diffusés au grand public avec l'espoir d'obtenir de nouveaux témoignages. Ces images sont peut-être la clé de la disparition de Trevor Diddy. Mais en fait, je ne vous ai pas tout dit, parce qu'à 3h05, la caméra de surveillance du portail voisin de celui de la banque, donc la première caméra, caméra numéro 1, filme l'arrivée d'un homme vêtu de noir. Il est 3h05. À cette heure-là, Trevor, il est toujours dans son bar en train de faire la fête. L'inconnu, l'homme en noir, s'adosse au pilier du portail en fer forgé. À 3h33, il semble au téléphone. Il est maintenant debout sur le trottoir. Quand l'appel se termine, on distingue un éclair de lumière dans la nuit et un mouvement de bras, comme si il regardait sa montre. À 3h34 et 12 secondes, donc 1 minute plus tard, Trevor passe devant lui sans s'arrêter. À 3h34 et 19 secondes, 7 secondes plus tard, il quitte le champ de vision de la première caméra. L'homme en noir, qui était là depuis plus d'une demi-heure, reste un instant debout sur le trottoir avant de suivre Trevor. Il est 3h34 et 35 secondes. La seconde caméra qui surveille l'entrée de la banque enregistre l'arrivée de l'homme en noir à 3h34 et 43 secondes. Sans hésiter, il file se poster contre le pilier du portail, dos à la caméra. Quelques secondes plus tard, Trevor arrive à son tour et se dirige vers le portail. L'homme en noir s'écarte du pilier en direction de Trevor et lui adresse la parole. Le jeune informaticien ne semble pas le reconnaître. En fait, on se dit ça parce qu'il ne le salue pas, il n'y a pas de geste de salutation. Ils échangent juste quelques mots. À 3h35 et 23 secondes, Trevor tourne le dos à l'inconnu et s'apprête à entrer dans la banque. L'homme en noir retourne près de son pilier. Toujours dos à la caméra, il baisse la tête. Juste avant 3h36, Trevor entre dans la banque, referme le portail derrière lui et s'avance vers la caméra jusqu'à disparaître du champ de vision. Il est entré dans l'immeuble. Peut-être, si vous avez bien suivi, vous vous demandez pourquoi l'homme en noir arrive avant Trevor au niveau du portail de la banque, alors qu'en fait il a suivi Trevor. D'autant plus que les endroits sont séparés de quelques mètres à peine. Bon, l'explication, elle est toute simple. Il y a pas grand-chose à chercher là-dedans. Les portails ne sont pas tout à fait parallèles. En fait, le second portail est dans un espèce de renfoncement et d'après les images, on peut supposer que quand Trevor arrive devant le premier portail, il est au téléphone. Et une forme claire tout à droite de l'écran de la deuxième caméra révèle qu'il est immobile sur le trottoir durant un moment avant de se diriger vers le portail et de tomber sur l'homme habillé en noir. Et du coup, lui, il a eu le temps de rejoindre le pilier avant que l'informaticien raccroche. Alors, on imagine que Trevor, il est concentré sur son appel téléphonique et en passant devant le premier portail, il fait pas forcément attention au gars en noir qui est là et je pense pas qu'il s'interroge quand il arrive devant le deuxième portail et que finalement le gars est aussi, là à l'attendre. Mais si là, on a réussi à éclaircir le premier mystère, les bizarreries qui viennent ne sont toujours pas expliquées. À 4h02 et 2 secondes, Trevor est dans la cour de l'immeuble. Il vient de consulter ses mails et de boire un thé avec son collègue d'astreinte dans les locaux du service informatique. 10 secondes plus tard, il sort de la cour. À 4h02 et 19 secondes, il a déjà refermé le portail derrière lui. Il fait quelques pas sur la gauche et s'arrête. On le voit, il prend le temps de remonter la fermeture éclair de son manteau et d'ouvrir son parapluie. Trevor sort ensuite du renfoncement. Il est maintenant plus proche de la route, toujours sur le trottoir.
Il reste là entre 4h02 et 48 secondes et 43 et 5 secondes. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'il reste 17 secondes debout sur le trottoir, en plein vent, sous la pluie, alors que même s'il est un petit peu pompette, il connaît parfaitement la direction à prendre pour rentrer chez lui. Aujourd'hui, ça choquerait pas parce qu'on se dirait, il était en train de regarder ses réseaux sociaux, sur son téléphone. Mais en 2000, les téléphones portables ne permettaient même pas de se connecter à internet. En étudiant les enregistrements, on distingue un mouvement de tête. Est-ce que c'est le signe qu'il discute avec quelqu'un sur le trottoir? Et l'homme en noir n'est plus là, donc si oui, qui est son interlocuteur? 2 minutes plus tard, Trevor tente d'appeler son ami du lycée, Glenn, qui dort dans la ville de Nass à ce moment-là, donc il n'est pas du tout à Dublin. Et forcément, Trevor tombe sur sa boîte vocale et lui laisse un message des plus banals que Glenn écoutera sans conserver, mais retranscrira au policier plus tard. Il lui dit: «Salut Glenn, tu m'as manqué ce soir, je marche en direction de chez moi, tout va bien, je te parle demain.» Trevor marche ensuite 500 mètres dans les rues de Dublin. Il est certainement filmé par d'autres caméras de surveillance, mais aucun enregistrement ne sera réquisitionné. À 4h14 et 20 secondes, une caméra enregistre le passage de Trevor Daly. Elle est fixée au-dessus d'un distributeur automatique situé à l'intersection entre Haddington Road et Bagot Street. Ce sont 2 rues assez larges où il y a des trottoirs de taille normale et 2 voies pour les voitures. Trevor apparaît en bas de la caméra, le haut du corps complètement caché par son parapluie noir. On voit juste ses jambes. En marchant sur le trottoir, il remonte en quelque sorte le champ de vision de la caméra et disparaît en haut de l'écran. Il est 4h14 et 33 secondes. C'est la dernière trace de Trevor Daly. Il a mis 12 minutes pour faire un trajet qui prend en moyenne 7 minutes. Je vous rappelle qu'il fait aussi plus d'1,90 m. Alors, est-ce qu'il s'est arrêté en chemin? Est-ce qu'il a marché lentement? C'est vrai que sur les images, vous regarderez sur internet, elles sont disponibles sur YouTube, on a l'impression qu'il marche un peu en zigzag. Alors peut-être que c'est pour éviter une flaque d'eau sur le trottoir, un objet sur son chemin, mais peut-être aussi parce qu'il a un peu trop bu. En fait, les images ne sont pas assez nettes pour qu'on puisse interpréter sa démarche, mais nous y reviendrons. Mais c'est pas fini, parce qu'à 4h14 et 52 secondes, un homme vêtu de noir apparaît sur la vidéo. Lui, il marche en ligne droite, il ne zigzague pas, et il semble suivre Trevor. La police de Dublin pense à ce moment-là qu'il s'agit de l'homme qui a parlé à Trevor devant la Banque d'Irlande. Les enquêteurs et la famille de Trevor lancent des appels à témoins et supplient l'inconnu de se manifester. Mais est-ce que cet inconnu-là, il est au courant qu'on le recherche? Parce qu'en 2000, l'information est moins ludique et beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Ce genre d'affaires, ce genre d'annonces, ça se lit uniquement dans les journaux, ça s'écoute à la radio ou ça passe au journal de télé. Mais il n'y a pas de téléphone portable glissé dans la poche. Enfin, s'il y en a, mais on peut jouer juste à Snake avec et on ne peut pas accéder à un fil d'actualité Twitter en continu. Donc c'est vrai que même s'ils essayent de le retrouver, bon, à ce moment-là, c'est pas gagné. Mais depuis ces enregistrements, 23 ans se sont écoulés. Donc c'est difficile de croire que l'homme habillé en noir n'a jamais entendu parler de Trevor Daly, l'une des personnes les plus recherchées d'Irlande. Est-ce qu'il aurait quelque chose à cacher? De 2000 à 2015, l'enquête piétine. La famille Daly doit admettre l'inacceptable. Trevor a disparu en plein centre-ville d'une capitale européenne. Personne ne sait comment ni pourquoi. Trevor aurait-il pu mettre fin à ses jours? Pour ses proches, cette piste n'en est pas une. Il venait d'obtenir un emploi confortable et intéressant dans une entreprise sûre. Il avait posé ses valises dans un bel appartement et profité tout juste des joies de l'émancipation. Il n'avait aucun antécédent connu de maladie mentale. Mais bien sûr, on sait que les troubles psychologiques apparaissent pour la première fois à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Et rares sont les jeunes sensibilisés à la santé mentale. Nous, on commence à en parler depuis quelques années seulement. Il y a quelque chose qui a quand même attiré l'attention des gens, c'est que quelques semaines avant sa disparition, Trevor avait été rejeté par cette Américaine pour laquelle il était quand même parti en Alaska. Bon, ça a sans doute pas fait plaisir,
Mais de là à se suicider, alors qu'il la connaissait à peine, bon, et puis il avait passé un bon voyage quand même, donc c'est un peu étrange. Et puis surtout, s'il avait mis fin à ses jours, pourquoi n'a-t-on pas retrouvé son corps? Quant à l'hypothèse de la fugue, du départ volontaire, elle est encore plus bancale. Son futur s'annonçait radieux et il vivait dans l'une des villes les plus prisées du moment. Est-ce qu'il avait intérêt à refaire sa vie? Pourquoi refaire sa vie? Et comment serait-il passé inaperçu depuis? Il a clairement tout le pays à ses trousses depuis 24 ans. Alors, la prochaine hypothèse, c'est qu'il aurait été tué le matin du 8 décembre 2000. Mais qui aurait pu vouloir du mal à un jeune homme aussi discret, gentil et apparemment aussi inoffensif que Trevor? Les images de caméras de surveillance sont pourtant troublantes. Pourquoi un homme attendrait sous la pluie, dans le vent, de 3h05 à 3h35 du matin, le passage de Trevor pour le suivre avant de le devancer et de l'aborder devant le portail de la banque? Je vous ai dit, on a l'impression ensuite que quand Trevor sort de la banque à 4h02, on a l'impression qu'il parle avec quelqu'un, parce qu'il hoche la tête et puis il reste quelques secondes immobile sur le trottoir. Donc, est-ce que ça aurait pu être toujours le même homme qui l'aurait finalement attendu? Et est-ce que c'est toujours lui qui le suit à 4h14 à 500 mètres de là? Si oui, est-ce qu'il attendait spécifiquement Trevor? Comment aurait-il su que l'informaticien s'arrêterait à son travail pour récupérer son parapluie? Est-ce qu'il aurait pu être prévenu par un complice de son arrivée? On se souvient qu'il était au téléphone et qu'il a regardé sa montre 2 minutes seulement avant l'apparition de Trevor. Donc, est-ce que Trevor aurait pu être suivi par quelqu'un d'autre plus tôt dans la soirée? Mais quel aurait été le mobile de ce crime? Un homme jaloux qui serait venu d'Alaska pour poursuivre Trevor, qui a été rejeté par la jeune femme? Enfin, moi, je crois pas du tout. Est-ce que ça aurait pu être comment appeler ça, des truands qui auraient tenté d'accéder à des informations internes à la Banque d'Irlande? Une hypothèse semble un petit peu moins romanesque que les autres. C'est celle du meurtre sans préméditation. Trevor aurait pu croiser la route d'un criminel au hasard et devenir la cible idéale d'un vol qui aurait, entre guillemets, mal tourné. Trevor, il est jeune, il est bien habillé. Il a un peu bu, un peu beaucoup bu, et il discute au téléphone, il prête pas du tout attention à ce qui se passe autour de lui. Il entre aussi en pleine nuit dans la cour d'une banque. Bref, c'est la victime idéale. Les enquêteurs se sont demandé aussi pourquoi Trevor avait appelé son meilleur ami en sortant de la banque. Ils se sont dit peut-être qu'il était suivi et qu'il aurait voulu contacter un proche pour le prévenir, mais sans pour autant l'inquiéter en laissant un message vocal. Pourtant, rien ne permet de confirmer que l'homme en noir a attaqué Trevor après cette heure fatidique de 4h14. Il n'existe aucune preuve d'agression. On n'a retrouvé ni trace de sang, ni arme de crime, ni témoin. Trevor s'est tout bonnement évaporé, avec ses papiers, ses vêtements et son parapluie. En 2015, donc 15 ans après la disparition de Trevor, le journaliste irlandais d'investigation Donald McIntyre présente un reportage en 3 parties sur la disparition de Trevor. Il interroge ses proches, des policiers et diffuse des images jusque-là cachées au grand public. Pour les Irlandais, c'est le choc. Il s'agit en fait d'une scène filmée par la caméra de surveillance, celle, vous savez, qui est orientée vers le portail de la banque et qui filme une partie de la cour et du trottoir. Donc souvenez-vous ce que je vous ai dit sur les images diffusées par la police depuis l'année 2000. À 3h36, Trevor entre dans la cour, puis dans l'immeuble. L'enregistrement s'arrête et reprend à 4h02 quand Trevor ressort, ouvre son parapluie et s'en va. Mais les enquêteurs avaient en fait d'autres images. À 3h37, alors que Trevor vient tout juste d'entrer dans l'immeuble, l'homme en noir regarde dans sa direction. Mais il n'est pas seul. À côté de lui, là où se tenait Trevor 1 minute plus tôt, il y a un second homme, lui aussi vêtu de noir. Il fixe également la banque. Et quelques mètres derrière eux, à égale distance de chacun, un troisième homme vêtu d'un pantalon clair et d'un haut noir est debout face au portail. On ne sait pas quand les hommes quittent les lieux. Est-ce qu'ils sont à proximité quand Trevor sort de la banque? L'image fait le tour du monde. Pourquoi et comment Trevor Dilley a-t-il pu disparaître sans laisser de traces?
pourquoi la police n'a pas encore élucidé ce mystère. Qui est l'homme en noir et qui sont les deux autres? Pourquoi tout ce monde devant la Banque d'Irlande au beau milieu de la nuit, un soir de tempête? Sous la pression médiatique, l'enquête est réouverte en décembre 2016. Quelques mois plus tard, en avril 2017, les policiers diffusent une version plus nette des enregistrements. Ils confirment que l'homme en noir qui suit Trevor dans la rue est bien celui qui l'aborde devant le portail de la banque. Les enquêteurs espèrent donc que quelqu'un le reconnaîtra. Par contre, pour les deux autres individus, et je trouve ça fou, la police dit qu'il s'agit de deux collègues de Trevor. Cette déclaration ajoute encore à la confusion parce que ses collègues sont-ils, comme lui, venus à la banque pour saluer Carl Pender, l'informaticien d'astreinte? Est-ce qu'ils marchent dans la rue derrière Trevor depuis le Bucks Whaley's? Et si oui, pourquoi seraient-ils partis à 4h02 quand Trevor quitte la banque? Est-ce qu'ils ont un lien avec l'homme en noir? Les enquêteurs restent muets. Dans la foulée, ils offrent 100 000 € pour toute information qui permettrait de résoudre cette mystérieuse disparition. En août 2017, la police irlandaise fouille une zone boisée et inhabitée d'1 hectare dans le petit quartier de Chapelizod, à 8 km de l'endroit où a été vu Trevor pour la dernière fois. Selon un informateur qui s'est présenté aux autorités, Trevor aurait été tué puis enterré là. Le suspect ferait partie d'un gang, peut-être lié au meurtre de la jeune Zainid Kelly, tuée de 18 coups de couteau en juin 1998, place Herbert, à 50 mètres de la dernière localisation de Trevor. Selon toujours le même informateur, Trevor connaissait son agresseur, qu'il a croisé par hasard cette nuit-là. Bon, à propos de hasard, pourquoi ce témoin s'est présenté 4 mois après la promesse des 100 000 € de récompense? Pourquoi est-ce qu'il a attendu tout ce temps avant de contacter la police? Bon, en tout cas, les fouilles, elles, n'ont rien donné. Alors, dans les affaires de disparition qui ont lieu en campagne, la piste d'un accident est privilégiée. Mais comment peut-on s'évaporer du centre-ville d'une capitale européenne? Et puis, c'est pas n'importe quelle capitale européenne, c'est Dublin, donc c'est quand même assez sécurisé. Quand Trevor est filmé à 4h14 à l'intersection de Haddington Road et Bagot Street, il vient de franchir un premier pont qui surplombe le Grand Canal. Le second cours d'eau, le second pont, est situé à 600 mètres de son appartement. Mais l'a-t-il seulement atteint? La piste de la noyade accidentelle a été étudiée par les enquêteurs. Après tout, il était 4h du matin et Trevor avait bu. C'était aussi la tempête. Des plongeurs ont fouillé les deux rivières. Le Grand Canal débouche sur le bassin d'Alexandra qui s'écoule dans le fleuve Liffey. Ce dernier, le fleuve Liffey, se jette dans la baie de Dublin et la mer d'Irlande. La rivière d'Oder, donc le second cours d'eau plus petit, rejoint également le fleuve Liffey juste en aval du bassin d'Alexandra. Peut-être arrêtez de manger si vous êtes en train de manger. J'ai fait des recherches sur les noyades. Voilà. Donc, j'ai lu beaucoup d'articles sur les noyades. Et évidemment, on suppose qu'un corps dérive au gré du courant, mais on retrouve généralement la victime à moins de 60 mètres d'où elle a coulé. Les gros objets, comme les corps, sont vite bloqués par la végétation des berges, les roches des fonds peu profonds et les installations humaines comme les barrages qui jalonnent les cours d'eau européens. Lors d'une noyade, la position du corps dépend de la proportion d'air et d'eau présente dans les poumons et dans l'estomac au moment de la noyade, donc au moment de la mort de la personne. Les corps des enfants et des personnes en surpoids peuvent ne jamais couler et rester flottés à la surface. Mais la plupart du temps, un corps coule. Les micro-organismes qui produisent du gaz lors de la décomposition du corps provoquent la diminution de sa densité et le fait remonter à la surface. Ce processus n'est pas immédiat, il dépend en fait de la prolifération des micro-organismes. Plus l'eau est chaude, plus la putréfaction est rapide. En été, dans une eau à 20 degrés, cela peut prendre 18 à 48 heures. Donc 18 à 48 heures avant que le corps ne remonte à la surface. Mais en hiver et dans l'eau salée, un corps peut mettre plusieurs semaines avant de remonter à la surface. Or, si Trevor était tombé dans la rivière d'Oder ou dans le Grand Canal, même si on sait qu'il l'a passé, est-ce qu'il aurait fait demi-tour, enfin bref, dans tous les cas, son corps aurait dû parcourir plusieurs centaines de mètres avant d'arriver dans la baie de Dublin. Mais les cas de noyade dans cette ville montrent que, malgré la science et les statistiques, il y a des situations qui échappent un peu à la norme.
Donc là, je suis allée fouiller non pas des articles scientifiques cette fois, mais les articles de presse. Donc un vieux journal de la ville, le Clonmel Chronicle, publie le 20 décembre 1882 un article sur la mort d'un certain Robert Donnell qui s'est noyé dans le Grand Canal à proximité du pont de Leeson Street, donc à 2 pas de la Banque d'Irlande. Le 18 septembre 1911, le Dublin Daily Express relate la noyade de Mr. William Fitzhenry dans le Grand Canal, encore, mais cette fois au niveau du pont de Baggot Street. Le 25 février 2007, David White et Shane Coghlan se noient dans le Grand Canal. Le 27 novembre 2009, Damian O'Brien, 37 ans, se noie lui aussi dans le Grand Canal à proximité du pont de Baggot Street. Le 31 mai 2014, Mary Cunningham, 55 ans, tombe et se noie dans le Grand Canal. En mars 2016, Sean Sweeney et son fils de 3 ans se noient dans quelques dizaines de centimètres d'eau après être restés bloqués. Et plus récemment, le 21 août 2022, un Mexicain de 25 ans, Andrés Navarro, se noie dans 2 mètres d'eau dans une rivière similaire à la Dodder au nord de Dublin. Et là, vous voyez où je veux en venir, tous les corps de ces victimes ont été retrouvés. Un autre accident, suivi d'un miracle, vient pourtant appuyer l'hypothèse d'une noyade dans l'affaire Trevor Dilley. Le 24 février 2020, dans la matinée, une personne tombe dans le fleuve Liffey au niveau du pont O'Connell. 2 passants se jettent à l'eau pour lui porter secours. Le courant est si fort qu'ils sont à leur tour en difficulté. Finalement, les secours interceptent les 3 victimes 600 mètres plus loin, juste avant qu'elles ne rejoignent la baie de Dublin, et donc la mer d'Irlande. D'après les archives météorologiques, il pleuvait les jours précédents. Alors certes, il s'agit du fleuve Liffey, donc les rivières Grand Canal et surtout Dodden sont de plus petits cours d'eau. Mais les archives météo révèlent que le vent soufflait à plus de 90 km/h la nuit où Trevor a disparu. Donc aurait-il été entraîné dans la rivière Dodder et emmené par le courant jusqu'à la mer sans que personne ne le voie ? Si ça a failli arriver dans le fleuve Liffey en 2020, pourquoi pas un soir de tempête dans la rivière Dodder 20 ans plus tôt ? Mais, et c'est là que moi mon cerveau, c'est too much pour lui, si Trevor Dilley s'est noyé, qui est l'homme en noir ? Eh bien, figurez-vous que quand j'ai écrit sur cette histoire, c'était il y a plus d'1 an, donc ça s'arrêtait là. Sauf que, en décembre 2023, Mark, le frère de Trevor, a parlé dans les médias. Et, alors là c'est important, c'est pas la police qui a communiqué directement, c'est bien le frère de Trevor qui a dit que la police lui avait dit qu'en fait, ils avaient fini par retrouver l'homme en noir au niveau du portail de la banque et qu'ils avaient pu l'exclure, comment ils disent ça, de tout dessein sinistre. En gros, il n'a rien fait à Trevor. Contrairement à ce qu'ils affirmaient, ils ont aussi dit à Mark qu'ils étaient maintenant certains que l'homme qui suivait Trevor dans la rue 500 mètres plus loin quand il a été filmé par le distributeur alors qu'il venait de passer le Grand Canal, que cet homme-là n'était pas le même que l'homme en noir qui attendait au portail. Et dans un article d'un journal de Dublin, j'ai vu aussi qu'ils avaient déjà interrogé l'homme en noir au début de l'investigation. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que jusqu'à décembre 2023, ils ont continué à dire que c'était le même homme ? J'avoue, je suis vraiment méfiante, non pas de la bonne foi du frère de Trevor, mais j'ai du mal à comprendre la démarche de la police. Ou alors ils cachent exprès des éléments pour pouvoir confondre un coupable. Ça arrive des fois. Mais c'est vrai que si la piste de l'homme en noir est complètement écartée, moi je repense à mon hypothèse de la noyade. J'ai pensé en enregistrant l'épisode, je me suis dit mais peut-être qu'il a perdu son parapluie, que son parapluie s'est envolé, qu'il est tombé à l'eau ou près de l'eau et qu'il a essayé de le récupérer et qu'il s'est noyé à ce moment-là. Et c'est vrai que ça m'est venu en fait en enregistrant là, je me suis dit peut-être que c'est ça et on est un peu pompette, on prend pas toujours les bonnes décisions, on se rend pas compte à quel point une noyade peut arriver vite
Si vous regardez les histoires de noyades en France, là, il y a une jeune femme dans le Maine-et-Loire qui s'est noyée dans une bassine d'eau sur le terrain, agricole de ses propres parents parce qu'elle a, je crois, essayé de sauver son chien Jack Russell qui était tombé à l'eau et elle avait pris les précautions, elle avait fait une corde et cetera et en fait, elle a été retrouvée noyée dans la bassine à côté de son chien qui avait sûrement couru après un renard qui avait lui aussi été noyé dans la bassine et en fait, je crois qu'on se rend pas compte à quel point ça peut arriver vite. Voilà. 23 ans après la disparition de Trevor, sa famille attend désespérément des réponses. Que s'est-il passé? Où est-il? Qui est l'homme en noir? Il n'y a pas de deuil possible sans corps. Et ça, c'est quelque chose que je répète dans chaque histoire de disparition. C'est vraiment un calvaire pour les familles des disparus. Lors d'une conférence de presse pour l'anniversaire des 18 ans de la disparition de son fils, Michael Gilly supplie quiconque a une information de contacter la police irlandaise. Ma famille et moi souffrons depuis bien trop longtemps. Le temps s'est arrêté depuis que Trevor a disparu. J'ai aussi envie de vous raconter les autres propos tenus par ses proches. Donc Michel, au sujet de son frère dans un article du 8 décembre 2019 de l'Irish Mirror. Encore une année pleine de frustration pour notre famille. Des gens contactent régulièrement la police, mais les enquêteurs nous préviennent uniquement s'ils ont quelque chose de concret. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons malheureusement eu aucune occasion de s'asseoir à la table avec eux, parce qu'il n'y a aucune nouvelle piste. Son autre sœur, Pamela, raconte dans un article du 16 décembre 2021 de l'Extra, on avait les mêmes goûts musicaux, Oasis et Blur. On ne se disputait presque jamais, on s'entendait tous très bien. On pensait qu'il pourrait passer la porte d'entrée. Maman le dit encore aujourd'hui, elle s'accroche à ça. Marc, l'ophtalmologue, dit à propos de son frère dans un article du 7 décembre 2022 de Breaking News, on a vraiment besoin de l'aide du public. Quelqu'un sait quelque chose, n'importe quelle information peut aider. Voilà, j'aurais tendance à pencher pour l'hypothèse la plus simple, c'est-à-dire la noyade, mais c'est vrai que les images de vidéosurveillance, le gars en noir, c'est le même qui le suit après, 500 mètres plus loin, il y a 2 autres hommes aussi qui attendent devant la banque, enfin, c'est vraiment super louche. Chaque fois que je penche vers une théorie, je me dis: «Mais c'est pas possible» et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je suis curieuse d'avoir votre avis. Vous pouvez aussi aller consulter la page dédiée à Trevor sur le site officiel de la police irlandaise, qui est la Garda, en fait. Donc vous tapez, Missing Person Trevor Deely et Garda et vous allez tomber dessus et vous pouvez bien sûr regarder, les vidéos qui sont sur internet. Donc en général, vous verrez à la fois les images qui ont été présentées entre 2000 et 2017 par la police au grand public, donc sans les 2 hommes en plus et puis vous verrez aussi celle avec, les 2 hommes qui attendent, vraiment bizarrement devant le portail. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et si vous avez des disparitions dont vous voulez absolument que je parle, n'hésitez pas à me le dire. Et donc sur ce, à bientôt pour un nouvel épisode dans le podcast Disparu.